Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Extension du domaine de la lutte à l'univers. La compétition économique dans l'espace, c'est maintenant. Les États ne sont plus les seuls compétiteurs. Les entreprises privées, surtout américaines évidemment, repoussent les frontières du marché jusque dans les étoiles. Pour en parler, je reçois Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique et auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions CNRS et qui s'intitule « Le nouvel âge spatial ». Bonjour Xavier Pascaud. Bonjour. Alors, c'est incroyable. On est passé des années 1957, du premier satellite soviétique, à aujourd'hui, avec des acteurs complètement différents sur le spatial, autrement dit, les géants du net. Quelle progression, quoi. Ah oui, alors d'autant plus que le spatial, ça naît, vous le dites, dans la fin des années 50, ça naît de la guerre froide, ça naît de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est très étatique. On fait du spatial jusqu'à très récemment, on n'a fait du spatial que grâce aux États qui ont investi des sommes colossales, essentiellement, il faut dire, pour des raisons militaires d'ailleurs. D'abord, le spatial, c'est la résultante de l'avènement des missiles balistiques, de l'arme nucléaire, qu'il faut surveiller les deux superpuissances CEPI, et l'un des meilleurs moyens pour s'observer, c'est d'utiliser les satellites. Donc le spatial a été marqué par ça. Je dirais, c'est vraiment dans ses gènes, on dirait aujourd'hui. Et effectivement, changement de période, ou tout au moins une période vient s'ajouter à l'ancienne, parce que les États sont toujours présents, mais on a des nouveaux acteurs qui n'ont pas connu la course à la Lune, qui ne sont nés après Apollo pour certains d'entre eux, et qui ont une autre vision du spatial. Alors, ces acteurs, c'est essentiellement des acteurs américains qui viennent essentiellement du web ou des nouvelles technologies. Voilà, c'est ça. Ce sont des acteurs essentiellement américains qui viennent de la côte ouest. La fameuse Silicon Valley a engendré ces enfants nouveaux qui, désormais, s'intéressent au spatial. C'est assez nouveau. Alors, la chose intéressante, c'est qu'effectivement, quand même, c'est un indicateur de quelque chose de profond. À la fois, les technologies ont quand même beaucoup progressé dans l'espace et on peut faire avec des petits satellites des choses extraordinaires. Et puis, il y a un écosystème, je dirais, qui est constitué de ces grands groupes, Google, ce qu'on appelle les GAFA en France, Facebook, Amazon, et puis avec des milliardaires qui ont fait fortune dans ces domaines-là et qui voient l'espace, alors pour certains comme un moyen de faire fructifier encore plus leur système d'information, je dirais, la technologie, le big data, toutes ces choses-là, et puis aussi d'y impulser un peu de leur vision nouvelle post-guerre froide de l'avenir de l'homme. C'est celle essentiellement d'Elon Musk qui nous promet Mars. Alors qu'il nous promet Mars, on a Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui investit lourdement. Il investit chaque année 1 milliard de sa propre fortune, 1 milliard de dollars dans ses fusées. Il est en train. C'est le deuxième acteur qu'on regarde dans la communauté spatiale avec beaucoup d'attention. Oui, mais contrairement à Elon Musk, donc Tesla, etc., il n'a peut-être pas une vision, j'allais dire, humaniste, d'un projet humaniste vers Mars. Absolument. Il ne se projette pas vers Mars, il se projette plutôt vers une démocratisation de l'accès à l'espace, vers une espèce de... l'espace, on s'y transporte aujourd'hui, on n'y habite pas vraiment. C'est compliqué, la physique spatiale, etc. Donc tous ces gens-là veulent faire des fusées qui soient réutilisables, veulent rapprocher un peu l'utilisation du spatial, on va dire, ou de l'espace, des technologies classiques de transport aérien, etc. Bezos y participe. En revanche, il n'a pas cette vision, effectivement, qui est celle de Musk, d'envoyer des milliers, des centaines de milliers de gens sur Mars un jour du 21e siècle, pense-t-il. L'idée, c'est aussi de sauver la planète. Alors, l'idée, c'est de sauver la planète. Alors, Musk dit, en même temps, moi, j'ai pas une vision défensive. Il n'est pas seulement, il le dit à plusieurs reprises, il n'est pas seulement convaincu par le fait qu'il va falloir protéger mieux la planète. C'est un visionnaire. Il pense qu'on doit aller s'installer, qu'il est naturel que l'homme s'installe ailleurs. Alors, nouvel écosystème qui vient du privé, mais pour autant, la marque de l'État fédéral américain est toujours présente. Alors, c'est ça qui est très particulier. C'est une alchimie qui reste très américaine en réalité. C'est-à-dire qu'on a coexistence aujourd'hui aux États-Unis d'une double motricité. La motricité classique de l'État qui investit tous les ans près de 40 milliards de dollars dans les systèmes spatiaux. 19 milliards pour la NASA et le reste, un peu plus de 20 milliards pour le Pentagone, quand même, ce sont des choses militaires. Donc ça, pour comparaison, nous mettons, nous, Français, 2 milliards d'euros au CNES, puis quelques centaines de millions d'euros, ce qui est déjà beau. La France est un grand acteur. NASA. Le CNES, c'est notre NASA, c'est notre agence spatiale. Nous, on fait de très belles choses. Et d'ailleurs, je dirais que
en rapport entre ce qu'on investit, ce qu'investissent les Américains et les résultats, on a des résultats très spectaculaires en rapport avec ce qu'on investit. Néanmoins, la NASA, ça reste, je dirais, l'espace, c'est 2 planètes. Il y a la planète américaine, avec des budgets considérables, puis il y a le reste du monde qui se rapproche un peu des États-Unis, mais loin encore. Mais quand je dis la présence de l'État fédéral américain, c'est qu'il surveille quand même le développement de cet écosystème privé, quitte à forcer la main de certains acteurs. Absolument. En fait, on a l'impression d'une économie mixte qui est en train de se construire. Et vous avez entièrement raison. Ce qui se construit depuis 20 ans en réalité. Et ça, on ne l'a pas vu vraiment. On est aujourd'hui très, très impressionné par cette émergence de petites sociétés. Mais cette émergence de petites sociétés, elle vient d'un changement dans les rapports publics-privés, dans les rapports État-secteur privé, qui a commencé dès les années 90, dès l'administration Clinton. Et ce terrain préparé, une fois préparé, a permis cette éclosion. Et donc l'État est très proche. Et on arrive à l'une des dernières décisions de Barack Obama, c'est le Space Act, qui autorise les entreprises privées à faire du business dans l'espace. Voilà, même à exploiter carrément des ressources extraterrestres finalement. Certaines entreprises, il y en a 2 qui sont très emblématiques, veulent aller exploiter les astéroïdes par exemple, alors soit des composés chimiques ou les métaux qui s'y trouvent, etc. Alors on a un peu de mal à comprendre parce que le business model est quand même encore très éloigné. Ce qu'on sait, c'est que c'est de l'injection quand même aussi dans le secteur privé, c'est de l'injection dans des systèmes techniques orbitaux et qui vont au-delà de l'orbite et qui vont de toute façon rétroagir sur l'ensemble de l'économie spatiale. Donc c'est quelque chose à double détente, si j'ose dire. Parce qu'évidemment, il y a une dimension sécurité qui est toujours présente. Comme vous le disiez au départ, c'est d'abord du militaire. C'est d'abord du militaire. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, le Pentagone est le premier acteur spatial mondial, tout confondu, avec une explosion en fait de ses besoins en termes de télécommunications notamment. Ce qui a donné du sens au spatial ces dernières années d'un point de vue militaire, c'est le concept de maîtrise de la chaîne de l'information. Il faut pouvoir collecter des données, les transmettre, et les exploiter, les disséminer. Et pour faire ça, eh bien, un bon moyen, pas le seul, mais un bon moyen, c'est l'espace. On collecte avec des satellites d'observation de toute nature, on intercepte des communications, on regarde des photos, etc. On fait même des vidéos désormais depuis l'espace. On les transmet avec des satellites de télécommunications qu'on va multiplier. Il y en aura en orbite très élevée, puis d'autres en orbite beaucoup plus basse, qui vont faire des sortes de réseaux comme ça, de nœuds communicants. Et puis on va les exploiter et les rediffuser. Et vous les aurez sur votre smartphone. Tout ça se passera par des réseaux qui mêleront espace et non spatial, mais qui vont générer de l'activité. Et ça, oui, ça devrait donner lieu à des marchés. En face, quelle réaction en Europe, en Chine, en Russie? On est un peu pris de court pour tout dire, parce qu'effectivement, c'est une évolution très américaine, je l'ai encore dit. En même temps, c'est vrai que la technologie est maîtrisée en Europe. Toutes ces technologies sont maîtrisées. On a besoin aujourd'hui de savoir sans doute réaménager ces relations entre secteur public, gouvernement, on va dire, et secteur privé qui se transforme. De laisser s'épanouir. Je dois dire que, par exemple, sur une des constellations qu'on va voir venir dans les années 2019-2020, ce qu'on appelle la constellation OneWeb, qui est une constellation de centaines de satellites pour faire des télécommunications, l'entreprise qui a su saisir ce projet-là, c'est Airbus. C'est donc la société européenne Airbus qui va... avec Safran. Avec Safran, absolument. Alors Airbus Defence and Space dans sa filiale, mais effectivement... Et donc... Les Européens ne sont pas si loin que ça. Ce qui reste, je pense, le chemin qui reste à parcourir, c'est sans doute d'être capable soi-même d'initier des orientations, non pas seulement de réagir à ce qui se passe. Alors, les Européens vont plutôt vers ce modèle américain. Les Chinois et les Russes? Alors, les Chinois s'y dirigent. Ah oui. Ils ont quelques sociétés qui sont apparues avec des milliardaires chinois aux commandes. Alors, on sait très bien que derrière ces milliardaires chinois, il y a sans doute aussi l'État chinois. Mais évidemment, il y a coexistence de 2 systèmes. Là, un système très dirigiste, très étatique, avec un système chinois qui fait d'énormes progrès en termes spatial. Les Chinois sont la 3e puissance spatiale, à mettre des hommes en orbite, à mettre des hommes dans des stations, à faire des rendez-vous en orbite, etc. L'Europe, je le rappelle, n'a pas mis par elle-même. On n'a pas de lanceur qui permet de lancer des astronautes. Bon, c'est anecdotique, mais ça ne l'est pas tant que ça, finalement. Mais c'est vrai qu'en même temps, à côté de cet énorme effort, la Chine rattrape, on va dire, essaye de rattraper en gros la Russie et les États-Unis pour apparaître comme une superpuissance de rang international. Mais à côté de cet effort-là, ils essayent aussi, par le biais de ces milliardaires, d'aider, de faire fructifier un petit peu ces technologies pour les rendre un peu plus économiques. Les Russes, de leur côté, ont des petits incubateurs, des choses comme ça, le voient bien, mais sont très gênés par leur système, je dirais, complexe militaro-industriel, qui a du mal, qui change de manière extrêmement progressive, et donc ils sont un peu en retrait sur ces questions. Les ambitions de l'Inde. Alors l'Inde est à nouveau
vous avez tout à fait raison, l'Inde est un nouvel acteur qui a des ambitions. Aujourd'hui, l'Inde, le secteur spatial en Inde est très étatique. C'est la NASA indienne, si vous voulez, qu'on appelle l'ISRO, qui sert à la fois d'industrie spatiale et d'opérateur du spatial. Eh bien, ce qu'on voit s'opérer en Inde aujourd'hui, c'est une ouverture sur l'industrie, la création d'un vrai tissu industriel qui pourrait éventuellement donner lieu à des projets nouveaux. Il faut savoir que l'Inde est très très bien placée, par exemple, pour le lancement de multisatellites, de multiples satellites. Ils ont récemment lancé plus de 100 satellites en un seul lanceur, en un seul lancement, ce qui a forcé l'admiration de pas mal de gens. Est-ce qu'en Europe, on est encore persuadé de l'intérêt de ces projets et des marchés qui pourront en découler? Parce que vous dites dans ce livre que c'est pas aussi clair que ça. Il y a différents espaces, si j'ose dire. Il y a l'espace habité, l'exploration de Mars. Tout ça en Europe, habité en tout cas, on a toujours été un peu sceptique sur l'intérêt, malgré le succès, je dirais à la fois technique et scientifique et aussi de communication de Thomas Pesquet très récemment. Mais on sait que l'Europe a toujours été un peu... Puis l'Europe, c'est un ensemble de pays qui ont du mal à se mettre d'accord quand même. En revanche, je pense qu'on est convaincu du fait... On commence à se convaincre du fait que l'espace va faire partie prenante d'une espèce de rapport de force mondial en termes de télécommunication, de maîtrise de ces chaînes de l'information. Donc oui, on se dit, ça c'est... Et en plus, c'est un secteur sur lequel on est excellent, techniquement parlant. Et donc, comme c'est un domaine d'excellence qui devient stratégique, si on arrive à faire se connecter cet état de l'art technologique, si vous voulez, et le projet politique qui vient avec, c'est-à-dire la maîtrise de l'information et la maîtrise du temps, finalement, eh bien là, ça prend du sens politique. Et c'est en train de se construire. Merci beaucoup, Xavier Pascaud, pour vos réponses. Je renvoie les téléspectateurs à votre livre, Le Nouvel Âge Spatial, donc aux éditions CNRS. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude, évidemment, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information, évidemment, continue sur France 24. Au revoir.